Bonjour tout le monde, welcome to the Flagship Podcast. I'm your host, Nectar. This show brings you inside stories from the Canadian technology ecosystem. You'll hear from founders, investors, builders, and learn about their triumphs, hardships, and hard-earned lessons. You'll learn about the strategies and tactics they use, but also the human side about what it takes to build a thriving company, which will hopefully help you on your journey. On this week's show, I had the pleasure of speaking with Marc Bédard, CEO and co-founder of Lion Electric. In 2008, he founded the company and created the country's first purpose-built all-electric school bus in North America, the Lion C. Since then, they've rapidly expanded their product portfolio for a full line of all-electric trucks and buses. Lion Electric is really this Canadian and Quebec success story that I've been following for a few years. My partner Dom, I think, invested and led their Series A. It's been a great Canadian story. And I have to say, Marc was super generous with his time. I'm really glad that he took time out of his busy schedule to sit down and talk to me. We did a tour of their facilities here just north of Montreal, and I sat down in person and had a great conversation. It's in French, just as a heads up. We spoke about karate as a first topic, and now it's helped him become a better leader. He's a black belt in Karate Kyokushin. We spoke about social acceptance of electric vehicles and how they've been riding this tailwind since the company's founding, how they're navigating the markets as a public company with the ups and downs that it brings, and how we're still really in the first inning of the energy transition for transportation. I have to say, great conversation with Marc. I really hope you enjoy today's episode. Marc, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast. On a quand même beaucoup de sujets à couvrir. Je suis très curieux d'apprendre évidemment sur votre entreprise, la vision que vous avez pour Lyon. On va parler beaucoup de la transition énergétique, mais je vais commencer peut-être avec quelques questions plus personnelles. Je vous demande comment c'est un peu avec le sport, parce que j'ai vu que vous êtes une ceinture noire en karaté Kyokushin. Curieux de comprendre comment t'es rentré dans le karaté. Et deuxième question, peut-être plus en lien avec le monde, des leçons que tu as transmises du monde des arts martiaux pour le monde des arts. Absolument. Bonjour Nectar, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, je m'attendais à tout sauf à ça, comme première question. Oui, effectivement, moi le karaté Kyokushin, c'est une passion. Ça fait longtemps que j'en fais. C'est un peu comme un mode de vie, hein. Le karaté, moi j'ai commencé ça pour être capable de bien me défendre. J'ai commencé ça pour bien contrôler mes émotions. Également quand j'étais plus jeune, puis finalement, c'est devenu une façon de vivre. Ce que j'aime du karaté Kyokushin, c'est que c'est un karaté plein contact, qu'on appelle, mais fait de façon respectueuse. Et c'est un karaté qui demande d'être en parfait contrôle de son corps, de ses émotions. Et également, c'est un karaté qui demande beaucoup c'est un art martial qui demande beaucoup de travail. Et donc, c'est pas facile de devenir assez performant dans le karaté. Puis, moi, j'ai toujours pensé que les qualités intrinsèques des gens, c'est plus ou moins important. Ce qui est important, c'est le travail, puis c'est la résilience, et c'est ce qu'on fait à chaque jour. Et le karaté, on dit rarement de quelqu'un, écoute, t'es tellement bon dans le karaté, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire dans le karaté. C'est très, très rare. Dans le karaté, on n'entend presque jamais ça. Ou dans les arts martiaux, on n'entend presque jamais ça. C'est vraiment une question de travail. Et donc, on travaille à chaque jour et puis c'est vraiment ça. Donc, c'est pas une question de qualité au départ. C'est plus une question, es-tu prêt à mettre les efforts pour être capable de devenir quelqu'un qui va bien performer dans ton art martial? Et finalement, c'est ça qui est important. Alors, pour moi, ça veut dire que tout le monde peut faire du karaté. Tout le monde peut faire toutes sortes de choses dans la vie. Ce qui compte, c'est d'y trouver son bonheur finalement. Puis moi, le karaté, ça me fait penser un peu au domaine des affaires parce que le domaine des affaires, je trouve que c'est une question de résilience, c'est une question de travail, c'est une question d'être dans l'action. C'est rare que ça vienne gratuitement, les choses. Puis de mon côté, c'est jamais venu gratuitement, c'est jamais venu facilement non plus. Puis c'est toujours à force de travail qu'on a du succès. Donc, ça me rejoint complètement. Ouais, j'adore cette réponse. Et comme on a parlé la dernière fois, je pratique le jiu-jitsu brésilien, donc évidemment pas le même sport, mais exactement les mêmes principes que je tiens. Rien t'est donné. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas. Je pense que je suis meilleur aujourd'hui. Et je sais que je suis pas bon, mais je sais que je suis pas poche. Donc, je suis comme un peu au milieu.
mais rien est, comme tu as dit, tout est mérité, c'est juste le travail. Et un peu comme dans le monde des affaires, donc il faut présenter chaque jour. Tu as des bonnes journées, des mauvaises journées sur les maths et aussi au bureau. Mais à force de le faire, mais tranquillement, tu t'améliores. Comme tu as dit, mais aussi je trouve que des fois, dans les rencontres, vous êtes peut-être plus angoissant, je rencontre le président ou quelque chose. Je pense pas qu'on va s'attaquer à la fin de la rencontre. Donc, il y a cette notion, je trouve, comme tu as dit, grit que tu gagnes en faisant ce genre de sport qui te donne un certain air de zen dans la vraie vie. Quoi, voilà. Qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver dans ce meeting? On va se chicaner un peu, mais personne va donner des coups, on va pas s'attaquer. Donc, Ben, tu sais, hein, dans les arts martiaux, finalement, ton adversaire devient comme ton collègue. Hein, il y a un grand respect, même avec les gens avec qui que tu affrontes finalement. C'est un peu la même chose, je pense, dans le domaine des affaires. Même avec la compétition, je pense qu'il y a moyen d'être extrêmement respectueux tout en étant extrêmement compétitif. ouais. Et effectivement, tu te bats contre toi-même. Donc, si ton partenaire, ton collègue est mieux que toi, mais c'est pas parce que il est celui le méchant, c'est juste que tu dois travailler sur toi. Donc, j'aime beaucoup ce principe. Mais peut-être c'est un bon segue pour parler de Lyon et de la résilience. C'était pas prévu comme première question, mais on a vu les hauts et les bas du marché électrique. Là, présentement, on est dans un bas, mais à mon sens, et je pense que tu vas être d'accord aussi que le marché électrique est là pour rester. Comment est-ce que tu réfléchis présentement? Est-ce que là, on est un peu plus dans un creux, le marché ralentit un peu, c'est moins évident côté marché économique. Comment est-ce que tu réfléchis au marché aujourd'hui? Tu sais, Nectar, ça me fait un peu penser en 2008. Je sais pas si tu te rappelles, en 2008, moi, quand j'ai parti Lyon, les gens me disaient, écoute, c'est peut-être le plus mauvais moment pour partir une compagnie parce qu'en 2008, hein, c'était le creux d'une vague générale avec la crise, toutes les crises qu'on a connues au niveau économique. Puis, moi, je disais, écoute, ça rend plus fort. Puis, le moment où on l'a parti, finalement, c'était pas si mauvais que ça parce que ça fait que 2, 3, 4 ans plus tard, alors que le marché était après reprendre, ben nous, on était dans un air d'aller. Le marché électrique, il y a eu comme un genre de bulle, hein, il y a plusieurs années, puis là, il y a eu comme un relâchement. Par contre, ce que ça nous a permis de faire, nous, c'est de se positionner comme un leader au niveau de l'autobus scolaire. Et on tente aujourd'hui de se positionner comme un leader au niveau du camion électrique. Puis, les creux de vague, hein, finalement, c'est juste que ça te rend plus fort parce que quand tu sors du creux de vague, ben, ça fait l'effet d'un tsunami. Et c'est un petit peu ça. Donc, nous, on est en train de profiter du creux de vague pour peaufiner plusieurs choses. On a peaufiné, tu as peut-être vu récemment, on a fait le lancement d'un camion la semaine dernière, un camion de classe 8, qui est un tracteur électrique, donc vraiment state of the art, comme on dit, vraiment extraordinaire. Et on profite beaucoup également des dernières années pour améliorer la qualité des produits, puis l'amener à un point qui est vraiment intéressant, malgré le fait que c'est une technologie qui est quand même assez récente. Donc, moi, je vois ça comme des creux de vague qui sont un petit peu normaux, je dirais, mais je pense qu'on va sortir très, très fort de ça. Ce que ça a permis, le creux de vague également, c'est que ça a fait un peu un écrémage dans le marché. Malheureusement, ça a entraîné vers le bas certaines compagnies qui étaient extrêmement solides, mais par contre, les compagnies qui survivent à ça, c'est des compagnies qui vont être très, très fortes tantôt. Puis je pense qu'il y a certaines de ces compagnies-là qui vont se positionner comme des leaders dans le marché du transport dans les prochaines années. Et Lyon fait partie de ça. Ouais. C'est un peu comme la loi de la nature. Les personnes qui survivent vont ressortir un peu plus fort. Et on a perdu quelques joueurs. Là, comme aux États-Unis, on avait un couple. Comment est-ce que tu penses aux différentes parties prenantes? Parce que là, vous êtes comme... On va parler peut-être de la genèse un peu, là, mais là, vous êtes une grande prise, des sites de fabrication à travers le continent, beaucoup d'employés. Comment est-ce que tu communiques ce creux de vague et tu veux garder ta gang motivée? C'est certain que c'est un défi. C'est un défi pour plusieurs raisons. Premièrement, Lyon est devenu un petit peu une école au niveau du marché du véhicule électrique. Donc, nos employés, c'est des employés de très grande qualité qui sont... il y a beaucoup d'autres entreprises, autrement dit, qui sont à la recherche
de ce type d'employés-là et donc nos employés sont très sollicités. Donc, ça, c'est le premier défi pour garder les employés. Je pense que ce qui est important à ce moment-là, c'est de communiquer où est-ce qu'on est aujourd'hui puis où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années. Alors, il y a un point, je pense, qui est commun pour la majorité des employés chez Lion puis dans le domaine du véhicule électrique, c'est que l'électrique est là pour rester. Et l'électrique est un des gagnants des prochaines années. Et moi, Nectar, tu m'as peut-être entendu parler de ça dans le passé. Je dis pas, moi, que l'électrique est le seul gagnant. L'électrique est un des gagnants, puis évidemment, l'électrique est une solution extraordinaire dans le transport, mais c'est pas pour toutes les utilisations, mais c'est pour un très grand nombre d'utilisations. Alors, nos employés le comprennent très bien. Les employés sont acharnés à augmenter la qualité du produit de façon constante, puis je pense qu'on comprend très bien qu'aujourd'hui, l'électrique, exemple, dans le transport scolaire, c'est un super bel exemple où ce qu'on voulait faire finalement, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'était d'arrêter également nos enfants de respirer du monoxyde de carbone. Et parce qu'ils respirent du monoxyde de carbone quand tu utilises un autobus au diesel. Les gens l'ont compris, puis on pense que c'est une excellente utilisation. L'autre excellente utilisation, ben, c'est dans le poids lourd. Hein, parce qu'il y a une grosse partie des émissions de gaz à effet de serre qui provient du transport lourd. Et c'est l'autre mode de transport auquel on s'est attaqué. Donc, on veut réduire les gaz à effet de serre, on veut améliorer la santé des gens également. Puis on pense que c'est très terre-à-terre ce qu'on était prêt à faire, malgré l'aspect innovateur de ce qu'on fait. En même temps, c'est très terre-à-terre. Puis les gens qui comprennent bien notre mission ont le goût d'être là pour des années. Puis je pense que chez Lion, il y a au-dessus de 1000 passionnés aujourd'hui là, qui ont le goût d'être là pour une longue période. Comment est-ce que vous réfléchissez aux contraintes aujourd'hui? Tu sais, il y a la demande de personnes qui achètent, mais aussi toute la partie infrastructure, recharge, etc. Je pense évidemment à Tesla. Parce que ils ont dit, nous allons nous intégrer verticalement et faire nos propres bornes de recharge. Et là, ils commencent à les revendre aussi à d'autres manufacturiers. C'est quoi votre vision vis-à-vis le supply chain pour s'assurer que lorsque vous fabriquez, vos usines sont capables de accélérer le pas? Ben, c'est une excellente question. Puis en fait, nous, l'intégration verticale dont tu parles, c'est très important. Et l'élément sur lequel on a décidé de miser, c'est la batterie. La batterie, c'est le cœur du véhicule. Et c'est un élément, c'est le cœur du véhicule pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'au niveau technologique, c'est extrêmement important. Deuxièmement, parce que ça va continuer de beaucoup évoluer dans les prochaines années. Puis troisièmement, parce que c'est le coût le plus important du véhicule également. Puis au niveau de la sécurité du véhicule, c'est absolument incontournable. Alors pour nous, l'intégration verticale, ça passait avant tout par la batterie. Comme tu sais, on a une usine de batterie à Mirabel qui est vraiment à la fine pointe de la technologie. Donc, à capacité, c'est du 5 gigawattheures, donc c'est beaucoup de véhicules. Aujourd'hui, c'est 1,7 gigawattheures de capacité. Ça représente à peu près des batteries pour l'équivalent de 5000 véhicules par année. Et on contrôle tout à ce moment-là. On contrôle la technologie, on contrôle le BMS, qui est le système de gestion, la batterie, la gestion thermale de la batterie également. Donc, c'est un élément qui est majeur. Donc, pour nous, l'intégration verticale passe par la batterie. Puis l'autre élément également qui est important, c'est tout l'écosystème qui a été bâti. Donc, tu mentionnais Tesla qui, eux, ont décidé d'investir dans leur propre recharge et leur propre réseau. Nous, en fait, ce sont des véhicules urbains qui reviennent presque à chaque jour au terminal. Donc, pour nous, ça, c'était moins important parce qu'on ne fait pas d'une ville à l'autre, mais ils reviennent constamment. Mais par contre, l'écosystème électrique est super important. Ça veut dire, c'est quoi la capacité électrique du terminal, par exemple, et c'est de s'assurer également que le lien avec le producteur d'électricité est très, très bien fait pour permettre aux utilisateurs des autobus et des camions d'être capables de s'intégrer rapidement et d'être capables d'utiliser rapidement leur véhicule. Et ça, on est devenu extrêmement compétent dans ce domaine-là. Ça fait des années qu'on gère l'ensemble de l'écosystème. Puis c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'avoir une approche où on vend directement à nos clients sans intermédiaire pour être capable de transmettre les connaissances. Puis on fait également beaucoup de formation
avec les clients. Fait que dans le fond, nous, on demande à nos clients de continuer d'exceller dans ce qu'ils font. Puis nous autres, on est là pour adapter la technologie à leurs besoins. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est pas le client qui doit s'adapter à notre technologie, mais c'est notre technologie qui s'adapte à leurs besoins. Donc, on essaie de rendre ça le plus facile possible pour eux. Ça va même jusqu'à la recherche de financement. Donc, exemple du Truck as a Service, qu'on commence à déployer maintenant, tout l'aspect du financement, l'aspect des subventions également qu'on s'assure de retrouver pour les clients, la monétisation des crédits carbone, puis c'est juste pour en nommer quelques-uns. En fait, nous, on est là pour travailler là, en partenariat avec nos clients. Puis ça fait des années qu'on fait ça. On a commencé à vendre des véhicules électriques en 2016 et on ne s'est pas improvisé expert électrique. Et je pense que ça fait une bonne différence dans le marché. Nos clients l'apprécient. Peut-être revenir un peu au début de l'entreprise. Donc, quoi est-ce que tu as décidé de partir ça? Pour moi, ça a l'air d'une affaire tellement folle de dire, je veux lâcher ma job et je veux partir une compagnie de bus électriques. Donc, et donc, cette notion de dream big. Donc, qu'est-ce qui t'a donné un peu ce goût de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Mais tu sais, Nectar, ce qui est surprenant, là, c'est qu'au départ, pour moi, c'était pas nécessairement le dream big, par exemple. C'était de faire un produit de qualité qui va permettre aux enfants d'avoir un monde meilleur. Moi, je voulais changer le monde. C'est ce que je voulais, puis avec mon partenaire Camille Chartrand également, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait changer le monde, puis aujourd'hui, je suis content parce que on aide le monde à changer pour le mieux. Puis ça se fait pas tout seul. C'est tout un écosystème. Il y a des centaines de fournisseurs québécois, canadiens. Il y en a beaucoup aux États-Unis maintenant également qui ont décidé d'emboîter le pas. Fait que pour moi, c'était pas nécessairement la grosseur de l'entreprise, mais de faire un produit de qualité puis qui va avoir un vrai sens également. Et quand au départ, on a fondé l'entreprise en 2008, je ne pouvais pas t'affirmer que la solution était électrique. Ça nous a pris 2 ans à faire les évaluations. Puis à ce moment-là, on a regardé l'électrique. Évidemment, on a regardé le diesel aussi. On a regardé le propane, le gaz naturel comprimé, liquéfié, l'hydrogène. On a regardé à peu près toutes les technologies finalement pour décider que c'est l'électrique qui, pour nous, allait être un des gagnants au fil du temps, puis allait être le grand gagnant pour la société, mais en même temps, de façon terre à terre, allait être un gagnant que les opérateurs vont être capables d'utiliser. Donc, pour nous, puis pour moi, ce qui était très important également, parce que, tu sais, j'ai un bon background financier au départ aussi, c'était de s'assurer que la solution qu'on va mettre de l'avant va avoir une vie économique en avant. Parce que combien d'innovations on a vu naître avec le temps, mais que finalement, la solution économique de l'innovation ne fonctionnait pas et ça y allait pas. Donc, pour moi, c'est un mélange d'innovation et d'économie et il fallait être absolument sûr que l'aspect économique allait fonctionner avec l'innovation. Alors, pour moi, au départ, la grande incertitude, c'était l'aspect économique de ça. Est-ce qu'on va réussir à rendre la solution électrique économique qui va faire du sens, autrement dit, pour les opérateurs au fil du temps? C'était ça que je me demandais. J'étais pas mal convaincu que l'innovation allait fonctionner et puis qu'on va être capable au fil du temps de peaufiner l'innovation pour que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content parce que ça nous a démontré que la solution économique fonctionne également. Puis ça, ben, c'est un gros pas en avant pour toute la société. Ouais. Donc, moi, je le vois comme propriétaire de voiture électrique. C'est juste le côté économie de l'essence. Comme tu as dit, mais de l'autre côté, le manufacturier aussi doit générer des profits, tu sais, pour que la solution reste pérenne. Okay? Donc, j'aime cet équilibre. Peut-être question plus macro, mais durant ce parcours, tu as mentionné 2008, donc ça fait quand même un certain bout de temps. Si tu prends un peu de perspective, qu'est-ce qui a été, durant ce parcours, tu n'avais pas passé le plus? Je peut-être demander le revers de cette question aussi. Qu'est-ce qui a été le plus tough? Ben moi, je te dirais, une des grandes victoires, je trouve, c'est l'acceptation sociale du véhicule électrique. Parce que, évidemment, assez rapidement, on s'est rendu compte que ça fait beaucoup de sens. Okay? Et donc, mais ce que j'ai aimé, par contre, c'est de voir moyen que la société a décidé que ça allait faire du sens. Tu sais, ce qui est important, c'est pas Marc qui décide ça, c'est comment la société va réagir à ça.
Et là, on a vu les commissions scolaires commencer à embarquer fortement. On a vu les gouvernements commencer à embarquer fortement là-dedans. On a vu les associations des mères, là, des mamans en Amérique du Nord exiger que leurs enfants soient véhiculés également dans des véhicules électriques. Là, il y a eu un regroupement social, un mouvement social qui a été extrêmement fort. Et ça fait du bien parce que pour moi, ça a été comme de dire, écoute, ce que vous faites puis vous travaillez depuis des années, ça fait énormément de sens. Et puis après ça, on a vu des opérateurs scolaires qui sont des leaders en Amérique du Nord adapter la solution électrique également. Et puis finalement, on a vu d'autres compagnies, d'autres manufacturiers décider également de commencer à faire la promotion de des véhicules électriques. Puis ça, c'est comme c'est une grande victoire. C'est sûr que c'est une grande victoire pour Lyon, là, mais c'est une grande victoire pour la société également. Fait que moi, je dirais au niveau des choses là, qui me rendent très, très fier, il y a ça, puis il y a tout l'écosystème électrique qu'on a réussi à bâtir au Québec, au Canada, puis en Amérique du Nord jusqu'à maintenant. Ça, c'est absolument extraordinaire. Puis la filière batterie qui est après voir le jour là, au niveau canadien, au niveau québécois, puis au niveau de l'Amérique du Nord, encore une fois. Ça, c'est une énorme victoire. Hein? Fait que dans le fond, c'est une grosse victoire d'équipe pour tout le monde. Puis évidemment, Lyon, on en fait partie. Tu as posé la question au niveau également des défis. Moi, je dirais qu'à l'intérieur de tout ça, il y a eu la fameuse COVID. Et la COVID, ça a été extrêmement difficile parce que on avait commencé à ce moment-là, on avait développé le camion électrique. Et c'est comme si là, on était dans un mode de survie pendant des années au niveau de la société. On avait besoin des opérateurs de camions pour amener les biens d'un endroit à l'autre. Puis ces gens-là ont fait un travail absolument extraordinaire. Et nous, on pensait que la percée dans le marché du camion électrique allait être plus rapide que ça au départ. Ça, c'est sûr que c'est une déception. Parce que l'aspect de la technologie fonctionne super bien. Puis il y a beaucoup de communalité avec tout ce qu'on a fait au niveau du transport scolaire également. Puis l'aspect économique fonctionne de façon merveilleuse. Hein. On sait que plus on utilise un véhicule électrique, plus on économise. Donc, le coût total de propriété d'un camion électrique est absolument sans pareil, est absolument extraordinaire. C'est formidable pour les opérateurs. Mais évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pense à ton premier point, Marc. Je crois qu'avec un peu de recul, on va voir comment c'était tellement barbare de conduire des choses qui se font propulser par des petites explosions vers, comme tu as dit, mais quelque chose qui est beaucoup plus sain pour l'environnement, qui fait beaucoup moins de bruit, moins de boucan, et qui tue moins de personnes. Aujourd'hui, il y a combien de millions de morts là, à cause de la pollution? Et donc, oui, évidemment, on est encore très tôt. Tu as juste besoin de regarder un peu sur les autoroutes et on a encore un peu chemin à faire. On parlait un peu de cette notion de village et des personnes qui t'ont entouré pour t'aider un peu dans ce projet, évidemment, tes employés, tes partners. Comment est-ce que tu as vécu le changement de passer de l'entreprise privée à l'entreprise publique? Et comment est-ce que le profil aussi d'actionnaire privé versus un actionnaire public aujourd'hui, là, comment tu vois cette c'est pas une transition facile, hein, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de résultat. Donc, on parle peu, mais on agit énormément. Et dans le marché public, évidemment, il y a beaucoup de notions de résultats par trimestre. Et même si on a des objectifs à moyen et à long terme, c'est certain qu'on a des objectifs de rendement à court terme, mais jamais au détriment du vrai objectif qui est à moyen et à long terme. Alors, c'est sûr que là, c'est de trouver l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Je dirais que l'aspect d'aller public, par contre, a apporté des fonds à Lyon qui nous placent dans une position vraiment intéressante aujourd'hui. Parce qu'avec l'argent qu'on a levé, on a amené notre capacité de production à Saint-Jérôme à un niveau extrêmement intéressant. 2500 véhicules par année de capacité de production. On a payé notre usine de batterie à 100% là, au niveau des équipements et tout ça, avec une capacité de faire des batteries pour l'équivalent de 5000 véhicules par année, comme je l'ai mentionné auparavant. Puis on a mis les équipements nécessaires également
du côté de notre usine américaine. Donc, on a ouvert notre usine américaine avec une excellente capacité de production aussi. Fait que tout ça, ça nous a positionné à un endroit où aujourd'hui, finalement, au niveau des investissements en CAPEX, là, en équipement, ben, on n'a plus vraiment de CAPEX significatif à investir dans les prochaines années. Donc, on est dans une position enviable parce qu'on est allé public. Par contre, ça fait que tout ce qu'on fait est public. Et à ce moment-là, ben, étant donné que nous autres, on est des gens de résultats, on aime fonctionner avec la pédale justement au fond, mais on est examiné à toutes les minutes à peu près dans tout ce qu'on fait. Donc, ça rend tout ce qu'on fait extrêmement public. Puis pour nous autres, l'aspect de la confidentialité pour avoir l'avantage concurrentiel est important. Donc, c'est sûr que ça a eu beaucoup d'avantages, mais ça a créé également certaines difficultés d'adaptation, je dirais. Oui, effectivement. Tu sais, on grandit comme toute personne et entreprise. Est-ce quoi, peut-être une question plus égoïste, mais le rôle d'un investisseur privé versus public, selon toi, c'est quoi? Au niveau de la compagnie? Le rôle quand tu as levé l'argent en privé versus là, tu as des actionnaires dans les marchés publics, leur rôle respectif selon toi? Ben, c'est une bonne question, Nectar. Puis, écoute, il y a plusieurs investisseurs dans les compagnies publiques qui cherchent un rendement à court terme. Et nous, évidemment, notre objectif est à moyen et à long terme. Donc, l'investisseur privé va chercher le rendement souvent à moyen et à long terme. Donc, c'est souvent très, très bien aligné. Alors, c'est sûr que nous, on est là pour offrir un rendement intéressant à nos investisseurs. En même temps, on est un peu à la merci du marché en général. Puis on l'a vu là, dans les 2 dernières années, le marché du véhicule électrique au niveau des compagnies publiques, c'est quand même pas mal effondré. Et il y a un bout qui n'a absolument rien à voir là, à ce moment-là avec Lyon. Donc, tu es un peu à la merci de ça et à la merci à ce moment-là de certains investisseurs qui avaient une vision très, très court terme, alors que pour nous, ce qui est important, c'est de gagner à moyen terme et plus. Donc, il y a une grosse différence entre les investisseurs privés et les investisseurs publics pour la majorité. D'où l'importance, comme vous le faites très bien, c'est d'articuler sa vision. Tu sais, je crois que je pense à Amazon dans cet exemple parce que tu sais, Amazon a vécu tellement de haut de bas avec évidemment particulièrement la bulle de 2001, mais avec pas beaucoup de rentabilité aussi à un moment-là. Mais le président à l'époque avait dit, mais on est là pour le long terme, mais ça portait fruit. Là, tu sais, donc, ça se mesure plus sur années, décennies que trimestres. Quand vous essayez de complètement changer un marché, là, vous faites récemment. Tu sais, donc, ben moi, c'est comme ça que je le vois également. Puis souvent, ben évidemment, c'est au fil des années, en regardant derrière nous, qu'on va dire, écoute, on avait raison de le faire, mais pendant que tu es dans la crise, c'est pas tout le monde qui comprend le message. Ouais. Ouais. D'où l'importance peut-être de résilience, comme tu as mentionné. Peut-être une question plus technique. C'est quoi ta vision vis-à-vis le logiciel dans vos véhicules? Comment tu réfléchis? C'est quoi l'importance du software? C'est très important. En fait, nous autres, on construit du software depuis 2010. On est rendu à 14 ans. On a construit énormément de software à différents niveaux également. Il y a souvent des logiciels qui viennent avec les composantes qu'on achète, mais souvent, notre logiciel va remplacer ou va compléter le logiciel qui vient qui est fourni par le fournisseur. Moi, je te dirais que les mêmes composantes aujourd'hui, si nos logiciels n'étaient pas aussi avancés qu'ils le sont, ben on n'aurait jamais la même performance. Donc, on a une excellente performance sur nos véhicules, entre autres, à cause de la qualité des logiciels qu'on a développés au fil du temps. Ouais, intéressant. Je pense que c'est évidemment le logiciel des voitures autonomes un peu qui s'en vient. Là, donc, et aussi comment vous allez maîtriser. Marc, je pense que j'ai 1000 questions. Je vais peut-être commencer à peut-être plus aller vers la fin. Je vais parler un peu, s'il y a des fondateurs qui écoutent. Vous êtes un leader, un modèle à suivre. On peut parler du côté tactique, mais j'aimerais peut-être réfléchir un peu en question de principes. C'est des principes que vous avez pris là, les 16 ans que vous avez fondé l'entreprise. Des choses que vous avez pris, on a parlé un peu de résilience, je crois que ça fait venu, mais d'autres choses que, tu sais, quand vous rencontrez des jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir, là, qu'est-ce que vous leur dites? Ben, regarde, Nathan, quand je regarde nos valeurs chez Lyon, là, je pense que nos valeurs chez Lyon reflètent quand même assez bien les valeurs que moi, je vais m'appliquer dans ma vie. Puis, nous, on a résumé ça en un mot, là, qui est le mot air, A-I-R, okay, de l'air. Donc, évidemment, ça tombait bien aussi parce qu'on respire de l'air pur et tout ça. Mais quand on regarde les 3 lettres de R, A-I-R,
Ben le A, il est là pour l'agilité. Et c'est important d'être agile parce que les choses changent, puis pas toujours de la façon qu'on s'y attendait, mais finalement, on est aussi fort que la façon dont on va être capable d'adresser le changement. Et le I est là pour l'intensité. Je pense que dans tout ce qu'on fait, c'est important d'être intense. Nous, on est très intense chez Lyon. Les gens qui sont là le savent. Par contre, on le fait avec du respect. Et le R est là pour le respect. Et ça, c'est important. Je pense qu'on peut respecter, on doit se respecter en premier comme individu. On doit respecter nos collègues. Faut respecter, évidemment, tout notre environnement, l'écosystème, nos clients et également nos compétiteurs, comme dans les arts martiaux, ce qu'on parlait au début. Donc, pour moi, R, l'agilité, l'intensité et le respect, ça explique un peu tout. Puis en même temps, le R, on en a parlé un petit peu avant. En plus du respect, c'est aussi la résilience. Donc, c'est la résilience et comment on réagit par rapport aux épreuves. Parce que des épreuves, il y en a chaque jour. Il y en a chaque jour, il y en a tout le temps. Et c'est comment on va y arriver. Et donc, on parlait récemment qu'au Québec, il y avait un petit peu moins d'entrepreneuriat qu'il y a plusieurs années. C'est pas facile d'être entrepreneur. Et c'est important, les entrepreneurs. C'est important parce que ça amène l'innovation à un autre niveau. Et moi, finalement, je demande aux gens de continuer dans cette voie-là pour ceux pour lesquels c'est fait. Mais je pense que ces valeurs-là sont tellement importantes. C'est sûr que tout le monde a ses propres valeurs, mais pour nous autres, là, moi, depuis la journée 1, c'est les 3-4 valeurs là, qui dictent un peu la façon dont on doit se comporter finalement. Ouais, c'est super, super inspirant, Marc. Et, ça me fait penser un peu à cette notion de défier le possible avec ce que vous faites. Et qui aurait dit que on peut fabriquer des véhicules au Québec, quand on pense aux usines qui s'est tout transféré en Asie, on a beaucoup moins de manufacturier ici. Et comme tu as mentionné un peu, c'est tout à l'œuvre, c'est aussi la notion de productivité, mais Lyon est un exemple d'impact économique significatif. Probablement, tu vas connaître les stats, évidemment, une usine ici a quel impact dans la région plus grande. Ça doit être quand même quelque chose de significatif et vous êtes capable de le faire. Là. Bien, complètement, Nectar. C'est des milliers d'emplois, c'est sûr, mais au-delà de ça, je trouve, c'est l'impact que ça a sur les jeunes personnes. On sait que l'innovation est là pour rester. On sait que l'électrique est là pour rester également. Moi, je prends mon petit garçon, là, ma fille a 2 garçons maintenant, puis j'ai un petit bonhomme de 3 ans. Et lui, il essaie de charger sa petite voiture. Il y a une petite voiture de plastique là, sur laquelle il met ses pieds sur le côté, mais il voit ses parents, ses voisins charger leur voiture à chaque soir. Et à chaque jour, il a le goût de charger sa voiture, puis il se demande pourquoi l'instrument de recharge fonctionne pas sur son véhicule. Fait que pour lui, là, même s'il a juste 3 ans, c'est complètement établi. Donc, c'est important. Alors, ce qu'on fait chez Lyon et ce qu'on fait dans tout l'écosystème électrique, je trouve que c'est important pour ça parce que ça a un impact dans les universités. On voit des universités qui ont adapté leur programme puis qui sont en train de les adapter pour le marché électrique. Au niveau du cégep également, au niveau des écoles professionnelles également, il y a beaucoup de visites qui se font au niveau des écoles. Aussi, il y a des écoles primaires qui vont visiter notre usine de batterie en ce moment. Puis nous, on le fait, on ne refuse jamais une visite d'école, Nectar, parce que pour nous, nos enfants, c'est toute la vie. Puis c'est pour ça qu'on a commencé par l'autobus scolaire. Donc, on fait ça et au-delà de faire des affaires, je pense qu'on fait une meilleure société finalement. On contribue à ça. Ouais. On va commencer avec les sports, on va finir peut-être avec les sports. Ça me fait penser à l'histoire de M. Roger Bannister. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Le fameux coureur qu'en 1953, il a fait un 1000 en moins de 4 minutes. Et ça a été comme les scientifiques à l'époque disaient que c'était impossible de battre ce record. C'était inhumain. Et finalement, lui, il a fait en 3 minutes 58. Et 2 ans plus tard, dans les 2 prochaines années qui suivent, ces autres personnes l'ont fait. Donc, qui a démontré que faire quelque chose qui était impossible, en fait, c'était rendu possible. Et je crois avec Lyon, en fait, vous êtes en train de le démontrer aussi. Tu parles de l'effet d'entraînement, hein, puis c'est exactement ça. Ça donne de la confiance, puis ça donne de la confiance également de voir des gens réussir. Quand on regarde de quelle façon les gens ont réussi au Québec, au Canada, hein, on a des exemples avec les Alain Bouchard, les Serge Godin, les Guy Laliberté, et il y en a plusieurs autres. C'est des gens qui deviennent
des exemples pour toute la société. Alors, si on peut continuer de contribuer à ça, c'est formidable pour les jeunes entrepreneurs. J'espère qu'il y a des gens qui nous regardent aller aussi puis qui disent, écoute, c'est certain qu'il va y avoir des difficultés dans tout le parcours, puis les gens que je viens de mentionner, ils en ont eu également. Puis après ça, on voit comment les gens s'en sortent, puis ça peut être inspirant. Alors, on continue. Absolument. Ne lâchez pas, lâchez pas. Marc, dernière question. Si les personnes veulent apprendre plus sur toi, sur Lyon, c'est quoi la meilleure façon? Évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a également par courriel. Et il y a des visites ici chez Lyon qui se font régulièrement. Et souvent, quand les gens voient qu'est-ce qu'on fait, viennent essayer les produits, puis regardent de quel genre de technologie on utilise également, je trouve que c'est inspirant pour tout le monde. Ouais. Marc, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Nectar. Thank you for listening to the Flagship Podcast. If you like the show, please don't forget to subscribe. Merci beaucoup.